Merci. Je pense que je vais faire l'effort de respecter et je pense que je vais y arriver. Mais je voulais juste dire que dans l'intervention de tout à l'heure, j'ai remarqué deux choses. J'ai remarqué que tout bas était tout haut. Dans la carte, bien sûr. Parler de tout bas, mais tout bas était vraiment tout haut dans la carte. Mais aussi une chose qui a été, que je trouve très très intéressant, c'est de finalement aborder le rôle du religieux. Bon, je vais un peu vous proposer une autre lecture cette fois-ci pour qu'on aborde le rôle de l'université en Afrique. Le rôle de l'université en Afrique. En fait, pourquoi vous parlez un peu de ces thèmes ou de ces sujets? J'ai un intérêt particulier pour la place de l'université, notamment dans le développement en Afrique. C'est parce que moi aussi, j'enseigne en Afrique, bien sûr. Je fais mon doctorat en Belgique. J'ai été ici au Québec pour un certain temps, mais finalement, j'ai décidé de rentrer et enseigner en Afrique. Alors, je vais commencer d'abord ici par une question qui est importante, c'est de dire que de nos jours, on considère que l'université plutôt, joue trois rôles, on peut dire, fondamentaux. D'une part, elle a une mission à l'université, une mission d'enseignement. Mais à côté de la mission d'enseignement, il y a une mission de recherche et une mission de service à la communauté. Et à côté de ces trois missions, je voulais aussi bien comprendre quelle est la place ou le rôle de l'université finalement dans le développement en Afrique. Alors, mon point de départ ici, c'est de voir d'abord que la question de développement est abordée de diverses manières dans la littérature. Il y a par exemple Henri Bourgoin qui va parler d'une dimension sur laquelle je veux revenir parce que c'est une dimension qui n'est pas très souvent abordée. C'est le fait de dire que finalement en Afrique, l'Afrique est malade du management de manière générale, qui est aussi une autre manière de comprendre la question du développement. Mais on peut voir aussi avec Jean-François Bayard qui va parler un peu de la politique du ventre, un peu toutes les questions de corruption en Afrique qui montrent que finalement, si l'Afrique ne se développe pas, c'est aussi lié à cette problématique-là du développement. Alors, je reviens un peu très très rapidement ici à quelques aspects de Henri Bourgoin qui va parler ici du développement de l'Afrique en disant que l'Afrique est malade du management. En réalité, qu'est-ce que Bourgoin va dire? C'est un Ivoirien, il était directeur d'une institution de formation en Côte d'Ivoire. Et quelqu'un qui va lire un peu son ouvrage, il va voir qu'il y a beaucoup de relations avec, par exemple, les indicateurs culturels d'Hofstede, qui lui a fait une enquête, on va dire mondiale, sur les différences culturelles. Et ici, il va utiliser les 4 dimensions culturelles d'Hofstede. On se comprend qu'au début, Hofstede avait 4 dimensions, mais finalement, il en a trouvé 5. Alors, qu'est-ce que Bourgoin va dire de la situation en Afrique? Il va dire que, de manière générale, si l'Afrique n'arrive pas à se développer ou si l'Afrique n'arrive pas à utiliser une bonne gestion, c'est essentiellement parce qu'en Afrique, il y a quand même une certaine forte distance hiérarchique forte. En fait, une distance hiérarchique forte qui veut dire quoi? Qui veut dire que la capacité de gens d'accepter les inégalités. On va facilement accepter que, par exemple, le supérieur hiérarchique ne peut pas les manger dans un même endroit que le subalterne. On trouve que cette acceptance-là cette acceptation est forte en Afrique. Il y a aussi l'esprit communautaire, qui a en fait une dimension du collectivisme comparativement à l'individualisme. On a aussi des valeurs beaucoup plus féminines
qui sont différentes, de valeurs beaucoup plus masculines, le fait de vouloir se battre, etc. Mais ici, c'est beaucoup plus l'harmonie du groupe qui va se mettre en place. Aussi des questions de faible contrôle d'incertitude. On peut revenir un peu sur ces dimensions-là pour comprendre un peu toute la problématique de la mauvaise application de la gestion en Afrique, qui est aussi une des dimensions du développement. Alors ici, je continue à côté de cette explication qui explique un peu la pluralité de pistes pour aborder la question du développement en Afrique. Je vais partir de quelques constats. Le premier constat, c'est qu'en Afrique, de manière générale, vers les années 1960, j'ai beaucoup plus l'influence belge, vous allez comprendre, je parlerai des 60 et de 90. J'ai difficile à m'en défaire. Bon, vers les années 60, l'idée principale était de dire que si l'Afrique n'avançait pas, c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment de cadres universitaires formés. Et ça, c'était l'idée de base. Il disait, bon, voilà, on peut mener une certaine action au niveau de l'université de manière à ce qu'on ait une élite universitaire capable d'impulser le développement. Alors, une étude comme celle de Younger Turner, dans les années 80, montrait que pour certains pays, notamment le Congo, non seulement que le nombre d'universitaires formés dans de meilleures universités, pas seulement en Afrique, mais aussi en Occident, ce nombre avait augmenté, mais au même moment, les problèmes économiques ne faisaient que s'accentuer en Afrique. Et là, la question était de dire, mais il y a peut-être un problème quelque part. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces phénomènes-là? Et là, nous avons quelques auteurs qui abordent ici les questions, par exemple, de responsabilité des élites dans le développement de l'Afrique, etc. Ça, vous pouvez bien voir au niveau de la littérature. Alors, je veux centrer ma communication autour de la question de l'université en Afrique, en commençant aussi par donner quelques constats sur l'enseignement supérieur en Afrique, qui, dernièrement, on voit que cet enseignement connaît une croissance rapide en nombre d'institutions universitaires créées et le nombre d'inscriptions enregistrées. Je prends ici le cas, par exemple, de la République démocratique du Congo, où il n'y avait qu'à peine 3 à 4 institutions publiques, 4 universités, et que université officielle, je voulais bien dire, et qu'il y avait une politique qui ne permettait pas ce qu'on privatise l'université. À partir des années 90, ça c'est, je reviens un peu comme belge, on a libéralisé un peu le secteur des universités et on peut, si simplement on voit quelques chiffres, on peut dire que le place avec les universités officielles, on peut dire grosso modo, c'est environ 40 000 places. Alors que si on voit les taux des élèves qui sortaient du baccalauréat, qui pouvaient être au-delà de 100 000, donc il y a un certain besoin qui a nécessité la création de nouvelles universités. Alors, je veux aller un peu plus rapidement, sinon je risque de ne pas avoir assez de temps. Un autre problème, c'est de voir un peu que il y a eu diminution de ressources allouées, notamment l'enseignement supérieur universitaire dans la plupart des pays africains. Même si de l'autre côté, il y a augmentation de la demande, mais on voit la part du budget réservé à l'éducation régresser. Alors, je me propose ici d'aborder 2 petites questions qui sont simples. La première, c'est à partir d'une approche qui sera essentiellement qualitative et beaucoup plus constructiviste. Pourquoi ça? Je veux prendre 2 cas. J'aimerais que nous puissions ensemble voyager pour voir les réalités de 2 universités privées en Afrique. Pourquoi 2 universités privées en Afrique?
parce que finalement, ces universités n'obtiennent pas de subventions de l'État et sont obligées un peu d'évoluer seules, de trouver des moyens et, pour former l'élite africaine. Et ici, la question c'est de dire alors comment est-ce que l'université africaine peut jouer son rôle pour le développement de l'Afrique. Même si au départ je voyais qu'il y a déjà un paradoxe, le nombre d'universitaires augmente, mais les problèmes de développement continuent à rester. Alors j'ai fait quelques entretiens semi-directifs avec 50 acteurs à Kinshasa et à Yaoundé. Ma démarche était dans le cadre d'une mission de consultance qui consistait à aider ces universités à faire un diagnostic organisationnel. Donc j'ai eu dans ces cadres-là à rencontrer différents acteurs à différents niveaux, c'est-à-dire au niveau de la présidence des universités jusqu'aux administratifs, de manière à ce qu'on puisse ensemble cibler les problèmes importants.